Bienvenue dans Droit dans vos oreilles, le podcast de la clinique juridique de Lille destiné à favoriser l'accès au droit pour tous. Nous recevons pour ce 3e podcast Louis Saillant, officier des forces spéciales de l'armée française et auteur du livre Chef de guerre. On va parler actualité géopolitique. Vous n'êtes pas sans savoir que Macron, début février, a rendu visite à Vladimir Poutine, qui était ferme sur ses positions, notamment en affirmant que ce dernier, en cas de conflit avec l'OTAN, disposait de l'arme nucléaire malgré l'armée de l'OTAN. Récemment, le conflit Ukraine-Russie, qui est un conflit historique qui date de bien avant la Seconde Guerre mondiale, un peu après la Première Guerre mondiale, notamment parce que l'Ukraine a pris son indépendance et 2 ans après, la Russie l'a rappelé et l'a réintégré dans son pays, avec la révolution bolchevique, etc. Dorénavant, il y a quelques années de ça, la Russie a pris place en Crimée. Récemment, deux régions à l'est de l'Ukraine se sont déclarées indépendantes, une république indépendante, pour les citer. Et il y a quelques jours, la Russie a décidé de reconnaître ces 2 régions comme pays à part entière et leur a proposé, voire même a investi des troupes dans ces pays pour qu'ils fassent valoir leur indépendance vis-à-vis de l'Ukraine. Cependant, l'Ukraine a, on ne peut pas dire pour allier parce qu'il n'y a pas de contrat de traité, mais a de son côté les États-Unis, qui sont quand même une grande partie de l'OTAN. Qu'est-ce que, pour vous en tant que militaire, c'est l'OTAN ? L'OTAN, par essence, je vais vous faire une réponse un peu ouais, un peu simple, mais c'est ce que je vois. L'OTAN, c'est l'organisation du traité Atlantique Nord. C'est une organisation qui a été créée pour faire face au bloc soviétique durant la guerre froide. Et je me pose la même question que tout le monde. Il n'y a plus de guerre froide, ou en tout cas elle a changé de forme. Il n'y a plus de bloc soviétique. Quoi sert l'OTAN ? Pourquoi avons-nous encore l'OTAN ? Donc je me pose la question comme tout le monde. Et comme tout le monde, j'essaie de trouver une réponse. Et on y voit quand même une forme de système de subordination que les Américains utilisent dans beaucoup de pays européens notamment, avec l'installation de bases et avec des racines assez, comment dire, avec des systèmes qui peuvent aller assez loin, assez pernicieux d'ailleurs. Je pense notamment aux conventions que l'on a dans le cadre de l'OTAN. Donc je ne suis pas un expert juridique de ce qu'implique l'OTAN, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est très impliqué dans l'OTAN depuis qu'on est rentré en 2009 sous Sarkozy, sous la mandature du président Sarkozy, et qu'on est très mêlé à l'OTAN pour beaucoup de systèmes. Si je vous parle, vous qui avez été dans les forces spéciales, d'interopérabilité. Justement, j'y viens. C'est ça qui est très intéressant, c'est que l'OTAN nous oblige et on consent à rendre tout notre matériel interopérable, donc que ce soit les radios, les procédures, les grands exercices. On fait beaucoup de grands exercices dans le cadre de l'OTAN, avec nos alliés anglo-saxons notamment. Sachant qu'on est loin d'avoir le degré de coopération qu'il y a entre ce qu'on appelle les Five Eyes. Donc les Five Eyes, dans le domaine du renseignement, c'est tous les anciens pays du Commonwealth, plus les États-Unis. Donc c'est les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Merci. Donc voilà, donc ce sont 5 pays qui coopèrent main dans la main, et on a vu naître le Five Eyes plus France pour certaines opérations au Sahel, au Moyen-Orient, mais ça reste originairement les Five Eyes. Et donc il y a vraiment une unité dans les Five Eyes qu'il n'y a pas avec la France. Donc on reste quand même le parent pauvre de cette alliance. Et donc on se retrouve avec des systèmes assez particuliers. Je pense notamment, par exemple, à nos systèmes informatiques, simplement. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. 99% des systèmes informatiques de l'armée fonctionnent sous Windows, avec des licences Windows, avec des mises à jour Windows. On n'est pas sans savoir
que si vous ne mettez pas à jour votre explorateur Windows, vous présentez le flanc à des vulnérabilités. Mm. Et donc, quand tous vos bâtiments de combat ont des systèmes de navigation exploités par Windows, vous dites si jamais Windows, qui est une entreprise américaine, refuse la mise à jour, à quoi est-ce qu'on est, Hmm. à quoi est-ce qu'on est exposé? En fait, on sera exposé, mais sans sera possibilité exposé. de. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes, Mm. enfin, qui sont bonnes à savoir, je pense, en tout cas. Donc, pour Ouais, vous, c'est- de votre point de vue, l'OTAN est une dépendance en fait envers Complètement. les États-Unis. Un autre exemple, alors là, dans ce cadre-là, en tout cas, oui. Hmm. C'est-à-dire que si demain on dit on sort de l'OTAN, il va falloir le faire, comme je l'entends parfois, de manière très délicate, je pense. Alors, actuellement, c'est pas possible de sortir de l'OTAN. Les traités ne permettent pas de sortir de l'OTAN. Il n'y a aucune. Ah, je sens que c'est le juriste qui parle. Ouais. Il y a aucune clause dans les traités qui ont été signés qui permettent une position de sortie, pas comme par exemple l'Union européenne et le Brexit. Pour l'instant, on intègre l'OTAN, on y Le reste droit, je jusqu'au ne bout. suis pas expert. Mais Mais c'est intéressant de savoir l'hypothèse où ça se fait, dans l'hypothèse où ça se fait, Et justement. en tout cas, et là, j'ai plein d'autres exemples, hein. Il y a une très forte capillarité avec les Américains, Mhm. donc ça s'illustre avec l'OTAN, mais bon, on a d'autres accords de défense, hein, bien sûr. Et donc c'est là où je pense que c'est très délicat. C'est-à-dire que ceux qui veulent sortir de l'OTAN doivent faire très attention à ce que on ne rompe pas tous les autres accords qu'on peut avoir avec les Américains. Mhm. Je pense notamment à la formation de nos pilotes de chasse. Nos pilotes de chasse dans l'aéronaval, quand vous conduisez un avion de chasse, on vous met pas tout de suite dans un avion de chasse monoplace. Il faut savoir que par gain, par nécessité d'avoir des petits avions, parce qu'il y a peu de place sur le Charles de Gaulle, en fait, on fait des avions monoplace, où il n'y a qu'un seul pilote. Et donc, pour les former, on est obligé de les mettre initialement sur un avion biplace. Or, donc actuellement, il y a quasiment plus, je sais pas, je suis pas tenu au courant, mais je pense qu'il y a plus de super étendards modernisés. On est sur Rafale. Or, il n'y a pas de Rafale biplace en France qui puisse apponter. Du coup, on est sur le F-35 américain. Exactement. Non, pas sur l'F-35, pardon. Sur un autre avion de chasse dont le nom m'échappe, américain, pour former nos pilotes français. Parce qu'ils ne peuvent pas apponter en tant qu'élèves avec un instructeur sur le Charles de Gaulle avec un avion français. Ils sont obligés de le faire avec un avion américain. Donc tous nos pilotes de l'aéronaval, nos pilotes de chasse, doivent partir aux États-Unis se faire former. On a plein, C'est intéressant on a parce plein qu'on d'accords parle de jamais- défense ouais, comme ça. On parle jamais de ça, Euh, justement, de tous les toutes petites les zones, de tout ce Ouais, toutes les qu'implique une ramifications sortie. Ouais, qu'il c'est y ça, a. exactement. Alors, Alors que je suis c'est. pas en train de dire que c'est des choses systèmes qui vont être instantanément interrompues Bien sûr. en cas d'arrêt enfin, si jamais on devait sortir de l'OTAN. Il y aura un impact Mais il forcément à un faut moment juste que donné. c'est très délicat parce qu'on pense qu'il suffit de faire une scission simple en disant on sort de l'OTAN et boum badaboum, ça y est, on est autonome en tout. C'est faux. On a des alliances, des accords de défense que l'on doit maintenir avec nos pays. Il y a cette idée de défense commune justement en Europe qui du coup commence un petit peu à avoir des discussions un petit peu concrètes. Et justement, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée de se réunir en tant que pays d'Europe pour créer une défense commune ou au L'Union contraire, européenne. ouais, On l'Union en parle, européenne. L'Union européenne est aussi une coalition Mmh. militaire, faut pas Mmh. l'oublier. L'Union européenne, et c'est pour ça qu'on parle autant, mais on a aussi la Pologne et la Roumanie, si je dis pas de bêtises, qui sont en bordure d'Ukraine. C'est pour ça que ça inquiète la France, ça inquiète l'Allemagne, etc. Oui, bien sûr. Parce que justement, De manière générale, sur le continent européen, enfin, oui, oui, oui. ça Parce peut que être présenté comme une prédation sur le continent européen. un rapprochement avec la Russie et la Russie qui vient et qui dit bah maintenant c'est mon pays, enfin ou c'est mon territoire plutôt, peut se voir comme inquiétante au vu des dernières déclarations du président Vladimir Poutine. Comme ça, difficile de commenter toutes ces informations-là parce que pour le coup, tout est à chaud. Mmh. Et je n'aime pas commenter à chaud. C'est vrai. Je pense qu'il faut prendre un peu de recul. Voilà, donc en tout cas, ce qu'il faut bien voir, et vous l'avez bien expliqué au début, c'est que l'Ukraine a une position particulière en Europe, puisque elle a été pendant très longtemps, elle a fait partie de la Russie, du royaume de Russie, puis elle a été communiste, puis elle est sortie de la Russie, et maintenant, elle voudrait partiellement, enfin, en tout cas, il y a une partie de la population qui serait favorable à la Russie et une partie qui n'y serait pas favorable. Je vais juste sortir un tout petit peu la tête de ce conflit-là pour revenir sur les conflits que l'on connaît depuis la fin de la guerre froide,
et même qui ont été le cas pendant la guerre froide. Il faut comprendre la grande mécanique que tous les grands pays mènent aujourd'hui dans ce qu'on appelle les conflits asymétriques ou les conflits de guérilla. Enfin, on appelle ça comme on veut, mais voilà. Globalement, vous avez à chaque fois un pays dont la position est contestée pour une raison économique, géographique, parce que ce pays est très proche de vous, que si jamais l'adversaire vient poser des rampes de missiles dans le pays, bah, vous devenez vulnérable, etc. Donc voilà. Donc, quand vous avez un pays comme ça, si vous ne voulez pas engager de force militaire directe, la principale chose que vous allez faire, c'est toujours la même chose. Vous allez chercher dans le pays à essayer soit de corrompre la souveraineté du pays, afin de la substituer à une direction qui vous soit favorable. Je pense par exemple à la Tchétchénie, avec le président tchétchène aujourd'hui, qui est qui est finalement un espèce de vassal de Vladimir Poutine. Donc c'est une fédération de la Russie, donc ils ont une forme d'autonomie, mais ils restent sous la juridiction de la Russie. Mais voilà, donc c'est ce qu'ils ont fait pour la Tchétchénie par exemple, qui avait des élans indépendantistes. Sinon, l'autre option que vous avez, si vous pouvez pas faire ça, comment vous faites pour assurer que le pays, il n'y ait pas des rampes de missiles qui viennent dans votre pays, dans ce petit pays près de chez vous, si vous pouvez pas changer le président ou le dirigeant? On envahit le pays. Non, il y a une autre option. Vous n'êtes pas assez fin. L'autre option, c'est toujours la même, c'est que vous allez chercher dans le pays qui conteste ce président qui vous est hostile, ou tout du moins qui ne va pas dans votre sens. Et vous allez à chaque fois manipuler Les fournir en armes. comment dire, les sous-factions. Vous allez manipuler les dissidents. Donc vous allez chercher les gens qui sont contre la personne en place que vous n'arrivez pas à remplacer, et eux, vous allez les financer, les soutenir, voire les armer s'il le faut, parce que en termes géopolitiques, c'est toujours plus intéressant d'avoir une contestation interne Plus discret aussi. qui conteste le président avec des gros moyens, où il n'y a pas votre nom. Donc vous n'êtes pas impliqué dans le conflit. Vous avez juste fait rentrer par des agents clandestins du matériel. Vous financez par Internet, vous faites des virements aux bonnes banques, aux bonnes personnes pour qu'ils puissent faire leurs manifestations et que ça se passe bien, etc. Là, ce que je vous dis là, c'est ce que la CIA fait depuis 50 ans. Non, en fait, c'est des virus entre guillemets intérieurs et puis une fois Exactement. après, ça On propage. catalyse en voilà, fait. c'est On ça. prend le virus et on le stimule. Voilà, c'est ça. On fait un super virus. Exactement. On Voilà. le chauffe bien, qui devient une vraie force de contestation. Vous êtes sûr que les médias vont relayer et vont dire attention, dans ce pays-là, le président est contesté. Et sans jamais relayer le nom en disant il est contesté par un Par groupe, une population sans jamais- interne. exactement. Par une Et donc, ça c'est le même schéma, vous pouvez le plaquer à quasiment tous les conflits que vous avez connus. Voire même, et je vais aller un peu au-delà, alors attention, accrochez-vous, quand vous avez dans votre pays une contestation qui n'est pas assez forte, c'est-à-dire que le président, vous ne pouvez pas le changer, la contestation du président n'est pas axée pour une raison XY, etc. Il y a une dernière option, c'est de financer des milices armées, voire des groupes terroristes, qui eux vont déstabiliser le pays avec de la prise d'otages, des bombes, des actions de terreur, etc. Ça nous fait une excellente transition. Si je puis dire, depuis maintenant presque une dizaine, voire une quinzaine d'années, la France est en lutte contre le terrorisme de manière ouverte. Les événements de 2015 l'ont encore une fois montré et ont renforcé cette lutte. Qu'est-ce que, pour vous, en tant que militaire, c'est le terrorisme? C'est une grande question, mais qu'il faut effectivement bien entendre, bien rendre intelligible pour comprendre exactement tous les ressorts de ce que c'est. Donc là, je vais reprendre les exemples dont on a parlé lors de notre discussion avant le podcast. J'écoutais moi-même un podcast il y a quelque temps où il y avait un soldat américain, un soldat d'unité d'élite, qui racontait que quand il était en Afghanistan sous l'administration Bush, les missions qu'il menait, c'était contre des terroristes. Donc la dénomination, c'était action contre un terroriste, XY, etc. Pour désigner l'ennemi. En passant sous l'administration Obama, la terminologie a changé et on est passé de terroriste à radicalisé et extrémiste. Et ce qui est drôle, c'est que ce soldat d'élite donc disait cette terminaison ne m'allait pas du tout et j'étais très mal à l'aise avec ça parce que moi je me considère comme un extrémiste.
Et donc je trouvais que l'exemple était très intéressant puisque ça nous ramène nous-mêmes à notre propre histoire avec par exemple le maquis, la résistance française, qui était appelée par l'armée d'occupation des terroristes. Ils appelaient ça les terroristes. Donc c'était une dénomination qui était très arrangeante finalement. Et qui permet finalement de diluer un peu la forme exacte de l'adversaire pour lui donner une dénomination générique contre laquelle tout le monde est d'accord. Parce que personne n'aime la terreur, personne n'a envie d'être terrorisé. Et donc ça, c'est très arrangeant. Ensuite, aujourd'hui, il faut bien comprendre que le terrorisme, c'est quand même quelque chose qui est essentiellement utilisé par les groupes djihadistes. Enfin, ils sont pas assez maîtres dans son application avec des actions d'éclat, comme voilà, on pense aux Twin Towers du 11 septembre 2001. Bon, bah, ça, c'est une action d'éclat qu'ils ont à faire, que c'est du terrorisme pur et dur. Ceci étant dit, je fais quand même, euh, je vais quand même faire appel à ce qu'on a dit juste précédemment dans ma description. Euh, Quand dans un pays vous voulez absolument contester le pouvoir en place et que vous ne pouvez pas changer le président, vous pouvez pas, il n'y a pas de contestation assez forte pour être financé, etc. La dernière option, c'est de financer les groupes terroristes. Moi, j'ai un ami qui a étudié donc la guerre de guérilla, les groupes de terroristes en long, en large et en travers, qui a fait un mémoire dessus, enfin qui est assez expert dans le domaine. Et lui, il a une phrase qui est assez dingue. Il me dit aucun groupe terroriste qui se vaut, c'est-à-dire qui est capable de rester longtemps dans le jeu, si je puis parler, si je puis m'exprimer ainsi, qui peut rester longtemps sur le terrain et vraiment avoir une vraie action terroriste, ne peut fonctionner sans l'appui d'un État. Il faut les moyens d'un État pour qu'un groupe terroriste puisse vraiment émerger. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. Si on veut sortir de la vision microscopique de dire ok, c'est un groupuscule radicalisé, ils ont trouvé des moyens, on sait pas, ils ont trouvé des armes, on sait pas où ils ont trouvé, l'argent, on sait pas où ils l'ont trouvé. D'ailleurs, l'argent, c'est une question intéressante parce que dans l'enseignement, on dit, il y a un adage qui dit suivez la monnaie pour savoir qui est qui. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui est aussi hyper intéressant pour connaître un peu les racines de votre terroriste et savoir d'où est-ce qu'il émane et qui peut avoir un intérêt à voir ce terroriste fonctionner de la manière où il fonctionne. On va redescendre au niveau des questions, et de manière un peu triviale, sans compter les alliances et de ce que vous savez des autres armées. Quelles sont pour vous les 5 armées les plus puissantes au monde? Alors, je ne vais pas vous citer les 5, mais je vais vous citer les 3. Ok. Très bien. Pour une raison simple. C'est que il y a plusieurs façons de discriminer quelle est la meilleure armée au monde. Mhm. Alors d'une part, c'est très dur de discriminer quelle est la meilleure armée au monde. Pourquoi? Parce que quand vous prenez les champions de sprint, vous dites quel est le meilleur sprinter. Très simple, il suffit de les faire sprinter. Vous prenez le meilleur temps, c'est le meilleur sprinter. Ok, donc là, on a une compétence qui est facilement évaluable. Évaluer la capacité à guerroyer, c'est quand même délicat. C'est-à-dire, voilà, c'est le meilleur guerrier, bah, il faut qu'il aille à la guerre. S'il revient vivant, est-ce qu'on considère que c'est un bon guerrier C'est le plus Est-ce qu'il chanceux. meurt à la guerre? Ouais, voilà, Et les conflits sont pas les mêmes. Vous dites justement dans les courses au sprint, une course dans les 400 mètres, ça sera toujours le même 400 mètres, Oui. alors que le conflit ne sera jamais le même. Exactement. Il y a plein de curseurs à prendre en compte, il y a plein d'éléments, donc c'est très difficile d'évaluer qui est qui. C'est pour ça que moi, je vais vous donner un autre élément. Par exemple, le tonnage des bâtiments de la marine. Souvent, on parle de tonnage pour dire qui a la plus grosse marine. Sauf que beaucoup de spécialistes disent, en fait, le tonnage aujourd'hui ne suffit plus comme élément discriminant, puisqu'il y a tellement de technologie à bord des bateaux, qu'en fait, il faut aussi prendre en compte la technologie du bateau qui n'est pas forcément corrélée au tonnage. Pour avoir un bateau extrêmement technologique, qui pèse moins lourd qu'un autre bateau qui est extrêmement lourd, mais qui est plus archaïque dans son mode de fonctionnement. Donc, du coup, ça ne se vaut pas. Le critère ne se vaut pas. Moi, le critère que j'aime bien employer, c'est celui des avions de chasse. Le critère des avions de chasse, c'est un critère qui est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que quand vous menez une action coercitive, quand vous faites la guerre, demain vous décidez d'envahir la Belgique. Une des premières actions que vous allez mener, c'est d'acquérir ce qu'on appelle en stratégie la suprématie aérienne. Qu'est-ce que c'est la suprématie aérienne? C'est celui qui arrive à se placer le plus haut dans l'espace aérien pour pouvoir agir sur ce qui est en dessous et notamment neutraliser les avions et bien sûr neutraliser les bases. Parce que c'est la première chose que vous faites. Quand vous menez une action, vous allez aller
veillez à ce que l'espace aérien soit occupé uniquement par vos avions, et à partir de là, c'est Il y a bon, le contrôle. vous avez tout le contrôle. D'ailleurs, pour juste rajouter un petit détail, notre armée a récemment été renommée armée de l'air et de l'espace. Oui, Est-ce que pour vous, ça a une signification dans ce sens-là? complètement, c'est une excellente remarque, puisque, effectivement, ce qu'il y a de plus haut par rapport à un avion de chasse, c'est satellite. Mhm. Donc il y a effectivement tout l'enjeu de la guerre spatiale qui rentre là-dedans, puisque on est aussi on est orienté aujourd'hui par nos GPS. La plupart de nos munitions sont orientées par nos GPS. Donc si on n'a plus de GPS, comment on fait? Donc il y a aussi cet enjeu-là. Alors après, c'est un enjeu qui est un peu trop pointu pour que je m'exprime dessus. Je ne connais pas assez le sujet, donc je ne m'exprimerai pas sur l'enjeu du satellite, même si c'était un vrai enjeu. Les satellites espions, les satellites avec de l'armement, enfin c'est vraiment une problématique. Moi, je parlerai juste de la couche d'en dessous qui sont les chasseurs. Ok. Pourquoi spécifiquement des chasseurs? Alors, d'une part, on comprend que c'est un élément clé, c'est le fer de lance dans un conflit. Vous menez un conflit, vous avez le meilleur chasseur, c'est vous qui allez avoir la suprématie. D'accord? Bon, pour l'instant, tout le monde comprend, c'est clair. Si j'ai un chasseur, bah, en fait, je peux bombarder les bases, je peux bombarder les centrales électriques, je peux bombarder les installations antiaériennes. Du coup, le pays, il est au tas. Mm. Et du coup, là, je peux faire dérouler mes chars, dérouler mon infanterie. Ils peuvent rentrer tranquillement. Et appuyé par l'aviation, avec l'aviation qui peut larguer des bombes, etc., qui peut en faire de la reconnaissance, etc. Maintenant, pourquoi est-ce que je parle spécifiquement du chasseur? Parce que il n'y a que 3 pays dans le monde qui font leur chasseur. La France, La France, les États-Unis, les États-Unis, avec le F-35, et la oui, Russie avec le MiG. et la Russie. Ce qui est important de comprendre, alors vous allez me dire, oui, super, les Anglais qui ont l'Euro Typhoon, les Chinois, ils ont une espèce d'avion bizarre, le chasseur aussi. Oui, mais nous, alors je prends l'exemple de la France, on a un Rafale. Ce Rafale, il a une caractéristique que l'on retrouve si jamais vous faites un salon de l'armement un jour. Vous avez un salon de l'armement, c'est assez particulier. Hein, c'est Il y les en a mecs, au Bourget les mecs, parfois, ouais, apparemment. ouais, Ouais. c'est ça. Les mecs vendent des missiles. C'est à l'instant des missiles. Ouais, c'est mon meilleur missile. C'est vraiment comme au marché, quoi. Eh ben, les stands où il y a du monde pour les chasseurs, c'est les stands français, américains et russes. Stand chinois, il n'y a personne. Pourquoi? Parce ils n'ont pas un stempel qui leur manque. Il manque le stempel combat proven. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été au combat. Ok. Et ça a une D'accord. valeur inestimable. Mm. Est-ce qu'on sait ce qu'il vaut Une du fois de coup? plus, on revient à la conversation tout à l'heure, ils ont été éprouvés. Mm. Donc Et voilà. d'accord. Et on connaît leurs défauts et leurs avantages, alors que les autres, c'est du fantasme. On dit, bah voilà, en cas de combat, ils pourraient faire ça. Ouais, c'est de la théorie. Alors que vous arrivez, vous dites, regardez, moi j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait telles opérations, mes avions font ça. Ça n'a rien à voir. Bref, donc voilà. Donc on comprend qu'il y a 3 pays qui font des chasseurs qui sont éprouvés. Et là, c'est l'élément clé, ils maîtrisent toute la chaîne industrielle derrière. Mm. Et là, on va partir dans une notion juridique hyper importante. C'est-à-dire que si votre chasseur, votre Rafale, toutes les pièces sont françaises. La souveraineté. Exactement. La souveraineté. Et on peut voir notamment du côté des Américains, que je connais un peu mieux que les Russes de ce point de vue-là. Les Américains savent ça tellement bien qu'en fait, quand ils vendent un F-16, par exemple, qui est un super produit, un F-16, ils vendent les F-16 à tout le monde, les F-16 aux pays étrangers, ils conservent la chaîne industrielle, Mm. Ok. pour majorité. Ça veut dire que ils gardent, grâce à ce qu'ils appellent une loi extraterritoriale américaine qui s'appelle la norme ITAR, Mhm. ils gardent la main sur, sur les avions, sur l'utilisation des avions. Parce que votre avion de chasse, quand il va partir en vol, par exemple, ils ont des joints autour de la cabine. Ça paraît anodin. Sauf que c'est des joints qui doivent supporter des très hautes températures. Parce que quand l'avion va à Mach 2, en fait, ça chauffe, ça chauffe beaucoup. Et quand il redescend au sol et qu'il se pose en Alaska, bah, il fait moins 30. Mm. Donc Ouais, c'est le vrai. joint, il faut qu'il puisse faire moins 30 à plus, je sais pas moi, plus 200 degrés. Donc du coup, c'est un joint spécifique. Le joint saute, s'ils n'ont pas de stock, et que les Américains refusent de leur filer le joint, l'avion ne décolle pas. L'avion ne décolle pas. Donc ça veut dire que les Américains peuvent, en interrompant leur filière industrielle, empêcher un détenteur de Mm. F-16, par exemple l'Australie. L'Australie veut attaquer l'Inde. Les Américains disent, bah nous on fournit plus les joints. Les F-16, ils font un vol et c'est terminé. Mm. Donc Ok, ça s'ouvre. ils obèrent complètement les capacités stratégiques d'un pays en maintenant la capacité industrielle. Ok. Et donc, les seuls pays qui peuvent dire, moi j'envoie un pays en autonomie quasiment complète,
En fait, c'est la France, la Russie et les Américains. Donc, pour répondre à votre question, c'est mon triptyque. Ok, ok. Il y a à peu près une dizaine d'années, et pour aller sur la fin, la France, sous demande du Mali, a lancé ce qu'on appelle l'opération Barkhane. Oui. Aujourd'hui, le Mali, L'opération Serval, initialement, Serval, qui s'est transformée en opération Barkhane. aujourd'hui, le Mali a demandé le retrait des troupes françaises, ce que le 17 février 2022, le président a annoncé. Qu'est-ce que vous pensez de ce retrait? Qu'est-ce que vous pensez surtout de ce retrait vis-à-vis du point de vue de la lutte antiterroriste? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que, sans parler du retrait en lui-même, l'action de Barkhane avait un vrai impact sur les activités terroristes de tout le Sahel. Pour plusieurs raisons. C'est que du coup, on faisait des opérations cinétiques. C'est-à-dire qu'on allait bombarder des camps djihadistes, on allait arrêter des terroristes dans leur village. Donc tout ça, on le faisait très très bien. On continue à le faire d'ailleurs très très bien. Mais il y avait aussi une action globale sur tout le territoire qui était d'assainir un petit peu le territoire et donc d'interrompre notamment les routes de trafic qui alimentaient les groupes djihadistes. Je pense notamment au trafic d'êtres humains, trafic de drogue et trafic d'armes. Le fait d'avoir une opération qui couvre donc tout le nord de l'Afrique, ça a interdit notamment l'arrivée de drogue d'Amérique du Sud en Guinée, qui généralement laissait passer la drogue pour qu'elle traverse tout le Maroc pour arriver ensuite ici à Paris dans le 8e arrondissement. En 18e, pardon. Du coup, le fait d'avoir mis cette opération en place, sa simple présence a interrompu des flux de trafic. Le fait de retirer un petit peu, ou tout du moins d'en changer la couverture, va inévitablement rouvrir des voies. Ouais, alors, je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité de la drogue. Bon, c'est pas mon cas, mais je vois dans les journaux, je vois de plus en plus de prises records. Eh bien, attendez-vous à continuer à avoir des prises records. Ça va continuer, en s'amplifiant. Ouais, le phénomène de drogue est un phénomène qui est hyper grave, puisqu'il va toucher l'Europe, donc sans parler de terrorisme, il va toucher l'Europe et nourrir toutes les cellules terroristes qui vont pouvoir, dans la profondeur du pays, là où on allait avant et là où on ne va plus pouvoir aller, et là où les autorités locales ne vont pas par manque de moyens, vont pouvoir se restructurer tranquillement et grandir de nouveau. En tout cas, on voulait vous remercier au nom du pôle pénal de la clinique juridique de Lille et même la clinique dans son ensemble et tous ceux qui étaient présents ici. Vous remercier de nous avoir fait l'honneur d'être venus, d'avoir répondu à toutes nos questions, à nous avoir expliqué votre parcours. On a pu reparler de votre livre. J'invite encore une fois à tous ceux qui sont intéressés par le sujet de le lire. Je le rappelle, Louis Saillant, chef de guerre aux éditions Mareuil. On a une petite habitude, c'est de laisser le mot de la fin ou la phrase de fin ou à notre invité. On vous laisse carte blanche pour dire ce que vous voulez. Ça peut être un mot, une phrase, une volonté pour vous exprimer, dire ce que vous voulez. Écoutez, moi j'ai envie de vous remercier d'abord pour me donner l'occasion de m'exprimer, pour vos questions qui étaient très intéressantes. J'ai beaucoup apprécié et je vous dis, je suis très flatté à chaque fois d'être interviewé. Je vous remercie. Et puis moi j'ai une petite litote, j'ai une petite phrase que j'aime bien, qui est celle de René Mouchotte, qui était un as français. Il disait une audace réfléchie vaut mieux qu'une prudence craintive. Et je trouve que c'est une phrase, déjà c'est une phrase de combattant, c'est une phrase de soldat, mais je trouve qu'elle est pleine de philosophie. Et donc voilà, je vous la partage. Très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup.